Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce live de présentation du concours Atout plus 3. Et pour répondre à toutes vos questions, nous sommes ravis d'accueillir d'abord Iris Malivoire. Bonsoir Iris. Bonsoir. Vous êtes étudiante en bachelor première année, c'est ça et à vos côtés, bonsoir Didier Verly, bonsoir, vous êtes délégué général, vous, le big boss du concours Atout plus 3. Alors on en est où de ce concours? On est en plein dedans? Comment ça se passe? On est en plein dedans, et puis je vais commencer par dire que effectivement j'ai le plaisir d'être le big boss, comme vous dites, depuis le mois de septembre dernier. Et on est en plein dedans, on est en train de conclure la première session avec des lycéens motivés qui ont passé les écrits, sont en train de passer les oraux ou déjà fini sur leur choix. Et on a ouvert les inscriptions pour la deuxième session pour que, encore une fois, d'autres étudiants motivés nous rejoignent pour la rentrée prochaine. Très bien, alors vous êtes là tous les deux pour répondre à un maximum de questions d'étudiants qui sont avides d'informations. Et donc on commence tout de suite avec Julien. Une question toute simple. Quelles sont les écoles du concours Atout plus 3? Donc il y en a 9. Il y en a 9. Alors c'est une répartition nationale qui permet effectivement à des étudiants à trouver une école en proximité. Je vais commencer par La Rochelle Business School, Audencia Bachelor à Nantes, EM Normandie. EM Normandie, Iris, oui, j'ai pas précisé. C'est vrai, on n'a pas parlé. On n'a pas précisé. Donc Iris est à EM Normandie. Voilà, s'il y a des questions particulières. Télécom, École Management à Évry. Nous avons l'ICN pour les campus de Nancy, de Metz et de Nuremberg. Nous avons Burgundy School of Business pour les campus de Lyon et Strasbourg, de Lyon et Dijon. Et puis nous avons Grenoble, école de management. Et puis je pensais à Strasbourg parce que c'est l'école dont je dirige le bachelor également, qui m'a valu ce petit lapsus géographique. D'accord, vous êtes big boss à Strasbourg aussi. Aussi. Alors, on continue. Une question de Coco. Je me demande ce qu'est un bachelor. On pose vraiment des questions de base. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un bachelor? Je te l'ai dit, c'est une bonne question. Ouais, je pense que Iris va peut-être commencer à dire comment elle se vit comme bachelor. Oui, comment tu vois, toi, ce que c'est qu'un bachelor? C'est une formation sur 3 ans. C'est comme ça que j'expliquerai un bachelor après bac. D'accord. Voilà. Et quelle expérience as-tu déjà de ce démarrage et que veux-tu faire pendant ces 3 années? C'est bien, vous faites mon job. Je suis ravi. Très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Après, quoi dire d'autre? Donc, moi, c'est sur 3 ans. Et l'année prochaine, je pars 1 an en expatriation. Et voilà. Là, je rebondis effectivement parce qu'il y a la notion d'international qui fait partie du bachelor Atout plus 3. Nos différentes écoles internationalisent. C'est une règle, la deuxième année en expatriation, c'est quasiment une règle? Je veux dire que globalement, un futur manager qui ne comprend pas dès la partie étudiante que ça fait partie de son histoire, il n'est peut-être pas dans la bonne école. Chez nous, en tout cas, il en aura de telles écoles. J'ai l'habitude de dire que nos étudiants sont peut-être sur 3 créneaux importants comme futur manager. C'est s'internationaliser, c'est se responsabiliser, c'est se professionnaliser. Et là, dans les premiers éléments qu'Iris évoquait, on est là-dedans. Et chacune des écoles a sa petite recette qui fonctionne par rapport à ses spécificités pour arriver à être sur ces 3 pieds importants pour le futur manager. Les 3 pieds. Internationaliser, responsabiliser, professionnaliser. Très bien. Totalement. C'est un programme qui vous plaît. Alors, une question suivante de Phil. En moyenne, combien y a-t-il d'étudiants qui passent le concours et combien intègrent une école? Alors on a ouvert 1280 places pour ce qui est très officiellement dans le petit document que vous avez par ici, la brochure du concours. Nous avons en moyenne 3 à 4 étudiants vis-à-vis de ce nombre de places et nous serons effectivement encore une fois heureux d'en avoir autant nous rejoindre cette année. D'accord. Combien de candidats? Ça nous emmène à 3500, 4000 candidats. D'accord. Donc ça fait un taux de réussite 1 pour 3, 1 pour 4. D'accord. À relativiser par rapport à la proximité territoriale. Nous sommes des écoles majoritairement très ancrées dans nos territoires, avec une proximité qui fait que nos lycéens passent tout au plus 2 entretiens, quelquefois 3, dans différentes écoles. Et donc cette notion de sélectivité est effectivement à relativiser. Tout à fait. Question suivante de Lalou. Est-ce que le diplôme est reconnu? Ça c'est pour les techniciens encore. Alors reconnu. Alors ça me fait toujours faire une petite parenthèse. La notion de reconnaissance commence d'abord parce que l'étudiant sait en faire au bout de ses 3 ans. Et je reviendrai là-dessus, je pense qu'il y a des éléments sur mon histoire de 3 pieds importants pour le parcours. Mais pour parler de la reconnaissance, et ce qu'on en entend le plus souvent, c'est savoir si le diplôme qui est délivré par nos écoles est reconnu au sens
j'ai envie de dire presque administratif. Oui, nous sommes des écoles visées, des écoles, nous à Strasbourg, nous sommes une école de l'Université de Strasbourg, Télécom dépend du ministère de l'économie et des finances. Toutes nos écoles sont reconnues, ne serait-ce parce que le diplôme qu'elles délivrent, elles ont le droit de le délivrer avec le visa de l'État. Avec des éléments complémentaires, c'est de repérer que nous sommes membres de la Conférence des grandes écoles, que nous sommes dans des contextes de reconnaissance à titre divers, ACSB, EQUIS et d'autres reconnaissances internationales. Tout ça, je le dis, ça fait un peu catalogue, mais... C'est la question qui veut ça en même temps. Et elle veut ça, et c'est surtout pour que les lycéens et leurs parents repèrent bien... Surtout leurs parents, parce que ça, je pense que ça préoccupe peut-être plus les parents. Repèrent de quelles écoles il s'agit, hein. On n'est pas dans la catégorie boîte à diplôme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la remarque que je fais par rapport à ça. Après, j'aime bien revenir sur le fait qu'en fait, le contenu fait la vraie reconnaissance. Quand un jeune vient avec un parcours, alors, je crois que c'est Shanghai, on a évoqué le départ possible. C'était avant que ça commence. J'avais entendu Shanghai. Elle souhaiterait aller à Shanghai en deuxième année. Voilà, une étudiante qui a... Vous avez des différentes langues vivantes dans votre... Oui, voilà, un départ en Chine, des stages qui vont se mener, tout ça c'est un contenu qui sur un CV, pour revenir sur ce qui est un support très classique d'orientation professionnelle, vous avez des arguments que d'autres n'auront pas. Voilà, c'est ce contenu-là. C'est ça le plus important, au-delà du côté purement administratif. J'ai envie de dire encore heureux qu'on fasse des diplômes avec des bons cachets. Voilà. Question suivante de Nina, 38. Donc on peut supposer qu'elle va concourir plutôt du côté de Grenoble. Peut-être. Est-ce que tous les bacs sont acceptés? Oui, oui. Le baccalauréat? Oui, moi j'étais en STMG. D'accord. Donc, et même dans ma promo, je pense que c'est dans le cas dans toutes les écoles, il y a de tout. Il y a des S, des ES, il y a un L, des reconversions aussi. Non mais je plaisante. Non, mais c'est pour dire je pense qu'il y a tous les profils. Tout à fait. Alors je confirme, c'est arrivé des profils, bien sûr, ceux qui nous entendent sont peut-être majoritairement SCES parce que cela constitue effectivement la majorité de nos recrutements, mais s'il y a bien un appel à la diversité et à venir nous rejoindre, c'est oser. En tant que bachelier, nos épreuves sont faites pour que les bacheliers les réussissent, et toutes filières confondues. Enfin les futurs bacheliers en l'occurrence. Oui, allez, c'est comme dans le marketing, un prospect on pense qu'il est déjà client, nos lycéens, on espère pour eux qu'ils soient bacheliers et qu'ils nous rejoignent. Alors, une question d'Antoine. En moyenne, les étudiants bachelor continuent-ils leurs études ou entrent-ils sur le marché après leur diplôme? Est-ce que bachelor, bac plus 3, est-ce qu'ils vont directement sur le marché du travail? Ou est-ce qu'ils passent à la vitesse supérieure, à l'année supérieure? Alors au niveau de nos écoles, nous sommes des écoles dans le schéma LMD, enfin, dans le jargon, bac plus 3, avec possibilité de continuer à bac plus 5 sur le schéma français, voire le doctorat. Et effectivement, nos étudiants sont très majoritairement des étudiants qui imaginent un parcours 3 plus 2, 3 années de bachelor, puis 2 années de master. Alors peut-être dans un système français qui les pousse à le faire ça le plus rapidement possible. Moi, je suis à la frontière vis-à-vis de mon école et on voit ce qui se passe, par exemple, en Allemagne. Il y a une tendance à aller plus rapidement sur le marché du travail à bac plus 3 et après réenclencher un master. C'est un peu une c'est vrai qu'en France, c'est une culture d'aller le plus vite possible. Dès la maternelle, il faut on est programmé pour... Voilà. On me disait passe ton bac, à vous on vous dit passe ton master. C'est ça. Et toi, Iris, tu penses continuer? Oui. C'est un peu tôt, hein, mais oui, tu penses continuer. je pense. Après, pourquoi pas, du coup, faire à l'étranger, faire mon master à l'étranger. Parce que du coup, avec l'internationalisation, ça nous permet aussi d'avoir des bases. Et cette idée, donc apparemment très en cours en Allemagne, par exemple, Allemagne, Angleterre, de travailler 1 ou 2 ans avant de passer un master, pourquoi pas en alternance ou en faisant une année de césure, enfin j'en sais rien. Justement, ça c'est un... Est-ce que c'est... Non, c'est pas... pourquoi pas, après je viens de commencer, du coup c'est dur de se projeter, mais oui, pourquoi pas, mais je reste sur l'optique du coup de continuer, enfin de faire un master. Très bien. Effectivement, ce que vous évoquez sur les années de césure, sur nos différentes écoles, on a ces possibilités à nos étudiants, et c'est une des voies que je vois de plus en plus émerger. Sur une promotion de 3e année, j'ai vu 20% d'entre eux me demander une année de césure pour se professionnaliser pendant 6 mois sur une mission longue. Oui, c'est... Après, moi, pas la science infuse, mais une question d'Audrey. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire 2 mots des différents exercices de l'épreuve écrite? Alors, on rentre dans le vif du sujet. D'accord. Nous avons 3 épreuves.
qui ont évolué par rapport à l'an dernier pour pouvoir les concentrer sur une matinée. Donc nous avons une augmentation, une densification des questions sur les durées, 1h30, 45 minutes pour les 3 épreuves, mais qui permet effectivement aux bacheliers de remplir leur copie sur ces durées-là. Une épreuve écrite de synthèse, de français pour être peut-être plus caricatural, une épreuve d'anglais, une épreuve de logique et d'ouverture au monde. D'accord. Ça s'est bien passé? C'était un peu différent? C'était comment? Oui, nous, c'était différent du coup l'année dernière. C'était plus long. Oui, c'était beaucoup plus, c'était plus long. Mais sur le fond, oui, c'était la même chose. Nous, on avait de l'espagnol par contre. Il y avait encore la langue vivante 2 que nous n'avons plus laissé au moment de l'épreuve. Donc on répète, parce que c'est important, les 3 épreuves. L'épreuve de français, synthèse écrite français, la logique ouverture au monde et l'anglais. 3 épreuves avec des coefficients presque équirépartis, ça dépend des écoles. Certaines écoles préfèrent mettre l'accent sur l'anglais à l'écrit, je pense en particulier à Grenoble, parce qu'il y a aussi tout un travail derrière de progression linguistique sur les parcours. Des filières en anglais. Tout à fait. On a aussi différentes démarches par rapport à cette approche de la mise en anglais de notre parcours. Très bien, question de Jimmy, justement. En quoi consiste l'épreuve d'expression écrite? Donc on va peut-être les détailler toutes les Alors là, je pense qu'il parle plus particulièrement de l'épreuve de français. Il y a du texte mis à disposition. Sur le texte, il y a un travail qui est à mener pour voir la compréhension du texte sous forme de questions. Et il y a une 3e question, qui est plus une question d'ouverture, qui toujours, comme vous l'avez pu le vivre l'année dernière, un nombre de mots limité à respecter pour répondre sur le sujet du texte en place, qui puisse exploiter le texte, mais aussi l'opinion personnelle du candidat, pour qu'il puisse effectivement nous affirmer peut-être des choses plus particulières, plus personnelles, plus différenciantes, pour qu'on puisse le sélectionner. C'était bien passé, vous? Oui. Bon, j'imagine. Oui, mais oui. Non, c'était très bien passé. Bon, après, c'était pas... On a les notes après Oui. Vous aviez une synthèse écrite de plusieurs textes. Et on avait beaucoup plus de textes. Alors là, je crois qu'ils en ont qu'un. Voilà. C'était un document avec plusieurs textes. Mais avec la synthèse aussi à mener sur l'ensemble des textes. D'accord. Donc ça s'était bien passé. Oui. Alors, question de Nora. Comment est composée, on va toutes les détailler, ce qui est normal, comment est composée l'épreuve d'anglais? Alors si on parle de l'épreuve écrite, on retrouve la notion de texte et de questions liées à cela avec un QCM. Si on parle de l'oral, c'est un texte qui est aussi remis en amont de l'entretien, avec après l'entretien qui se passe sur le thème du texte, puis au-delà, la discussion est ouverte avec le jury. Je crois que vous aviez aussi déjà ce type d'épreuve l'an dernier. Oui, c'était pareil. D'accord. Alors Mathilde, on vient à la 3e épreuve, logique. Une bonne maîtrise de la culture générale est-elle indispensable pour les épreuves écrites et orales? Donc il y a l'oral quand même. Comment réviser, entre guillemets, sa culture générale? Alors, pour réviser, il y a les annales, elles sont en ligne, par exemple. Il y a tout un élément, alors j'ai entendu mot culture générale. Parce que là, vous aviez dit... logique et ouverture sur le monde. Un peu de curiosité. D'accord, c'est différent de culture générale. Oui ou non? C'est différent, mais on met les 2 éléments dans la même épreuve. C'est une forme de QCM où il y a un QCM sur 45 minutes et qui se répartissent effectivement entre des questions de logique et des questions d'ouverture au monde. Quelque part, on retrouve ce genre de test dans les recrutements. C'est ni plus ni moins que de mesurer une agilité intellectuelle. Et on le fait déjà pour ces chers lycéens, pour qu'ils puissent effectivement nous montrer pourquoi ils ont cette capacité-là, voire effectivement cette culture G qui vient de leur curiosité, de leur ouverture au monde. Alors c'était déjà une problématique l'an dernier pour toi. Moi, ce qui me terrifie, c'est la logique, parce que jamais la logique. Je pense que la logique, c'est une logique très mathématique ou c'est une logique où ça a un coup à prendre? Je pense que c'est un coup à prendre une fois. Moi, j'avais fait les annales et après, on se rend compte que c'est tout le temps la même chose. Oui, c'est ça. C'est purement logique. Une fois qu'on a compris, tout se passe bien. On reproduit et ça se passe bien. Exactement. Il y a un déclic à un moment, peut-être. C'est ça. Et après, tout roule. Et ce déclic, il a lieu parce qu'on s'y prépare. J'essaierai d'en passer quelques-uns dans les annales. Défoncer, comme on dit vulgairement. Donc,
qu'elle s'entraîne, qu'elle se positionne sur le sujet. D'accord, ok. Qu'elle soit curieuse, qu'elle écoute d'autres choses. Ouais, non, puis c'est vrai que c'est pratique d'avoir les annales, surtout si si ça n'a pas trop évolué depuis. Sur l'esprit, il est le même. D'accord. C'est la densité qui a été recalculée, repensée, pour qu'on puisse continuer d'avoir un outil sélectif par rapport à notre recrutement. Alors, une question de Willow, qui stresse à fond sur l'entretien, et qui te demande, Iris, comment ça s'est passé pour toi? Alors là, on passe au Zoro. C'est normal, je pense, de stresser. Moi aussi, je stressais. Le premier, c'est le plus dur. Parce que c'est le premier, on n'a pas l'habitude. Enfin, moi, c'était la première fois aussi que je passais des entretiens. Et après, au final, on se rend compte que toutes les écoles posent les mêmes questions, globalement. Pourquoi nous, pas un autre les qualités, les défauts. Je pense que quand on est nous-mêmes et qu'on montre qu'on est motivé, ça se passe bien. Puis les jurys, enfin moi, les jurys étaient super sympathiques et ils nous mettent en confiance. D'accord, mais ça c'est important. Ils sont pas là pour du tout. Non. Tout se passe bien. Enfin, moi c'était mon ressenti. Après, je sais pas au niveau du jury. Et t'avais passé combien d'épreuves Moi, j'en avais passé 5. Waouh, ouais, effectivement, un petit cas particulier dans notre banque d'épreuves. Bravo. Mais oui, 5. Du coup, on fait le tour de la France, c'est avec les parents. Mais non, mais globalement, c'est le premier. Le premier, c'est le plus dur, je dirais. D'accord. Et du coup, le M Normandie, c'était dans quel ordre des 5? Moi, je l'avais passé, je crois, dans mes 2 derniers. D'accord. Ce qui est assez logique, donc ça tombait bien. Après, il faut faire une stratégie, lesquelles on veut le mieux. Enfin, c'est les coups de cœur. On ne dira pas lesquels étaient les plus. Non, mais là, dans la stratégie, c'est bien. Dans la stratégie de poser les entretiens, je pense. Pour pouvoir passer ceux qu'on a vraiment envie, les écoles qu'on a vraiment envie d'intégrer. Là, c'est logique de voir que le premier sert d'entraînement et que le deuxième est un peu l'école de son choix. C'est un peu ce qu'on voit effectivement parmi nos jeunes. Mais là encore, c'est une histoire de préparation, c'est une histoire de s'organiser. Et le jury, c'est plutôt des enseignants ou des enseignants et des professionnels? C'est les deux, c'est un mixte. On essaie de mixer les choses, parfois même d'avoir une troisième personne dans le jury en fonction des disponibilités dans les différentes écoles, mais c'est un minima, c'est ce mixte académique et professionnel. D'accord. Ce qui est la particularité des écoles de business quand même. Quelque part, on a bouclé au niveau des écrits le niveau intellectuel des jeunes qu'on veut voir. Là, l'oral, c'est des personnes. Nous recrutons des personnes. Très bien. Question de Saïd, une question inévitable. Comment faut-il s'habiller pour l'oral? Sachant que, a priori, Saïd est un garçon, donc peut-être tu ne pourras pas lui donner les meilleurs conseils. Mais toi, même pas avoir un point de vue. Déjà, ton point de vue à toi, comment tu t'habillais? Plutôt classique, plutôt comme tu as l'habitude de t'habiller? Sachant que tu as l'air d'être tout à fait... Je suis restée moi-même. Après, bon, je suis pas venue en jogging ni sous ta capuche. Ça, c'est du bon sens. C'est la base, mais non, je me suis habillée normalement. Je te dis, Mark Zuckerberg, il a un sous ta capuche tout le temps et tout va bien pour lui. Oui, c'est vrai. Mais donc voilà, plutôt normal pour te sentir bien et quand même avec une certaine... en restant nous-mêmes, Voilà. Alors, je confirme. La version masculine existe aussi de la même manière. Si on est coincé dans son complet et qu'on arrive, il nous est arrivé dans des anecdotes d'en avoir qui avaient un peu trop chaud dans leurs vêtements un peu trop serrés pour contenir tout leur stress. Je préfère qu'ils soient à l'aise, respectueux du contexte. C'est sûr, on est allé dans la caricature du suite à capuche. Il faut quand même savoir où on va. On vient pour être sélectionné, on vient pour un entretien de recrutement version business school. Qu'on respecte le contexte, voilà, c'est d'accord. D'être à l'aise dans ce qu'on amène. Très bien, question de Théo. Bonjour, à quelle question peut-on s'attendre à l'entretien en anglais? Il y a déjà le texte de départ. Oui, c'est ça. C'est ça de base. Après, il nous pose des questions pour voir si on a compris justement le texte. Puis après, il nous parle de nous. Enfin, qu'est-ce qui te plaît? T'as déjà voyagé? Ce genre de questions en fait. D'accord. Le jury d'anglais est dans le même esprit que l'entretien de motivation. Voilà, d'accord. C'est qu'à un certain moment, on n'est pas là pour planter le candidat, on est là pour qu'il puisse s'exprimer dans la langue de Shakespeare le mieux possible. Si le texte a ses limites avec le lycéen, on va un peu au-delà et puis on lui propose effectivement d'aller sur ce qu'il peut raconter de lui. D'accord. Allez, on continue à dérouler. Une question d'Aurélie. Quel pourcentage de candidats sont retenus entre l'écrit et l'oral? On avait déjà une idée
du ratio 1 sur 3, 1 sur 4. Alors, grande nouveauté, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il n'y a plus de barre d'admissibilité entre les écrits et les oraux. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de vous inscrire ou être inscrit pour passer les épreuves écrites. À J-7 par rapport aux écrits, vous allez avoir vos convocations et la possibilité de vous inscrire pour les oraux. Donc il n'y a plus de barre d'admissibilité. Allez-y, nous voulons que vous puissiez défendre vos chances à l'écrit et à l'oral dans le maximum de nos écoles. D'accord, donc c'est une bonne nouvelle ça. Ah, c'est un choix. C'était déjà le cas? Non, non, non. Ah, bah, pas de chance. Enfin, pour vous, c'est pas grave. Mais pour vos camarades qui ont peut-être se sont fait recaler, ça ouvre à ce que des candidats peut-être plus moyens à l'écrit, avec peut-être aussi des accidents à l'écrit, puissent, avec leur motivation, rejoindre le groupe de ceux qu'on va admettre. Non, moi je trouve ça très bien. Hein, Merci. Mais après, mon avis, importe peu. Une question. Potentiel parent comme d'autres. Hein, ah oui, c'est pas faux, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Question de Goviax. J'ai 18 ans et en termes d'expérience du travail, c'est super limité. Qu'est-ce que je viens bien pouvoir vous dire pour vous intéresser? Alors, nous, on est vraiment... a priori, pour le rassurer, tout le monde a plus ou moins 18 ans. Donc. Déjà, voire même 17, voire même 16. Ah oui, donc voilà, oui. Et on a dans l'autre sens 10-15% d'étudiants qui sont en réorientation après une année en enseignement supérieur. Qui peuvent avoir des 19, 18, voilà. 19, voire même on a une limite d'âge à 26 ans. Ah oui, d'accord. Alors il arrive d'avoir... Oui, ça fait très vieux. Hein. Alors, son histoire par rapport à ça, les expériences. J'ai envie de dire, heureusement qu'à vos âges, vous avez d'autres expériences encore que l'histoire simplement du travail. Je ne sais pas, vous aviez fait quoi? T'avais fait quoi? Moi, les stages. Après, je pense que c'était différent parce que moi, du coup, j'étais en STMG. On a un peu plus d'expérience professionnelle. Parce que du coup, sur un an, sur l'année terminale, on fait un projet, donc une problématique et trouver des solutions pour une entreprise. Du coup, moi, j'avais vachement appuyé là-dessus, ça leur a plu. Parce que du coup, ils se sont dit, bon, bah, elle a quelques bases déjà, et elle sait dans quoi elle s'embarque. Du coup... Et puis si on ne le dit pas aux autres lycéens, il y a de fortes chances qu'ils aient aussi eu des expériences projets dans le cadre de leur formation au lycée. Ces expériences-là sont effectivement un exemple de travail en équipe, de collaboration, d'intérêt qu'ils ont eu pour le sujet qui a été évoqué. Ils sont peut-être dans une activité associative importante chez eux, ils ont peut-être une passion, un centre d'intérêt dont ils aiment parler, ou en tout cas ils se sentent à l'aise pour en parler, même s'ils ne l'ont jamais fait, c'est le moment de se dévoiler, de se raconter. D'accord, très bien. Et d'oser le faire. Question d'Alice M. Vous-même, faites-vous partie d'un jury? Donc je pense que c'est à vous que ça s'adresse, Didier. On a déjà évoqué le fait que des bachelors nous rejoignent dans certains jurys. Alors, il y a 3 questions dans sa question, Alice. Donc première question, est-ce que vous faites partie d'un jury? Si oui, que regardez-vous, recherchez-vous principalement? Et troisième question, qu'est-ce qui est rédhibitoire et au contraire, qu'est-ce qui fait marquer des points de manière sûre? Grosso modo, que je lui donne tous les trucs pour que ça soit bien prête. Non, mais j'ai commencé un peu à raconter l'histoire. C'est important de rencontrer des personnes qui se... J'ai utilisé le mot qui se dévoilent, qui parlent d'elles-mêmes, qui osent partager avec le jury ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Naturellement, il n'y a pas de prétention à avoir, il n'y a pas à jouer. Alors peut-être justement pour répondre à ce qui m'est difficile, c'est de repérer quelqu'un qui n'est pas vrai, qui joue. Et ça c'est rédhibitoire, pour reprendre son expression? Il y a 2 étapes. Enfin, pour ce qui me concerne, il y a 2 étapes. Je commence d'abord pour effectivement, je ne peux pas laisser passer le candidat sans lui dire qu'il y a quelque chose de joué, de faux dans son histoire. Et après, c'est à lui d'expliquer quelle a été sa motivation. Et ça m'est déjà arrivé, effectivement, de pouvoir continuer avec l'étudiant qui explique, oui, mais je pensais que je devais construire quelque chose, mais voilà, et puis après, on a parlé de ce qu'il est. Encore une fois, on n'est pas là pour juger des gens avec des parcours incroyables. Non, on a des lycéens avec leurs 18 ans, leurs 17 ans, qui nous racontent des choses. Et puis, à ce moment, je ne sais pas si tu l'as ressenti, il y a le jury qui réagit, qui rentre dans ton histoire.
Non, c'est vrai. Donc c'était comme ça que ça s'était passé? Non, c'est normal à 18 ans, c'est ce que vous oui. disiez, on n'a pas d'expérience professionnelle globalement, mais c'est ça, enfin, on parle d'expérience et les jurys sont intéressés. Du coup, ça aussi, ça nous met en confiance quand on parle de ces expériences-là. Mais c'est intéressant de voir qu'on s'intéresse à toi, ça alors nous que met toi-même juges peut-être que tu as un parcours assez banal et pas très intéressant, et de voir que les gens s'intéressent à toi, ça te rassure. Oui, du coup, je comprends, oui. Non, mais cette autocensure, elle est effective. Mais bien sûr, oui, parce que moi, ça me fait toujours rire quand on dit soyez comme vous êtes, mais si on ne s'aime pas beaucoup, c'est pas forcément génial, quoi. Donc aimez-vous et osez parler de vous. Vous serez étonné comment nous avons intérêt à vous entendre, vous nous parler. Et puis, on rejoint l'histoire de la responsabilisation. Ils ont des histoires qui sont parfois étonnantes, des parcours dans des clubs où ils animent pour les plus jeunes des choses, parce qu'ils veulent effectivement que les plus jeunes assurent la relève. Tout ça, c'est des choses où on se dit, mais c'est juste génial. Allez, on continue de causer de ça. Ouais, mais c'est dans tous les clubs de foot comme ça. Ah, mais bon, dans tous les clubs de foot, il n'y a pas un gars comme toi qui fait ça. Oui, c'est ça. Alors, question de Mouktar. Majorité de filles par rapport aux garçons dans vos écoles, pour d'interrogation. Mouktar, il faut faire des phrases. Moi, je suis dans une perception de l'ordre de 50-50 au niveau... 50, sans volonté que ce soit 50-50? Ah, sans volonté, non, on est une répartition entre... Assez naturelle. Assez naturelle, Et dans ta promo? C'est 50-50. D'accord. Alors, une question de David. De tous les oraux que vous avez fait passer, y a-t-il une performance, un candidat qui vous a marqué dans un sens ou dans l'autre? Oh, vous voyez déjà sourire. Disons, alors pour citer là où je suis boss dans mon histoire à Strasbourg, on est vraiment à pousser à ce que la passion personnelle soit vraiment exprimée. Et c'est arrivé à ce que j'ai une jeune fille qui fait de la boxe française venir en tenue de boxe française, et une autre qui était passionnée de cocktail nous préparer un cocktail pendant l'entretien. Il vaut mieux boire un cocktail que de se prendre un coup de pied dans le visage, j'entendais. Et dans l'ensemble des écoles, on a des étudiants qui viennent avec cette notion d'entretien de motivation, en amenant des billes, en amenant des choses qui tentent de faire vibrer leur jury avec leurs histoires. Donc, je pense que les uns et les autres de mes collègues dans les différentes écoles doivent avoir le petite anecdote qui ne doit pas être trop loin des miennes. Il y a quelque chose de particulier dans votre promo, non? Non, enfin une espèce de légende urbaine. Non. Il n'y a pas qui est venu avec son kayak parce qu'il ramène. Non. Alors, question de Pénélope, un prénom à la mode. Atout plus 3, c'est parce que c'est dans... c'est que... J'arrive pas à lire. On va essayer de vous aider. C'est parce que c'est une formation de 3 ans. Oui, c'est ça. Oui, j'imagine. Atout plus 3. Il y a une certaine logique. On est dans la logique du 3, 5, 8, LMD, licence master, doctorat. Et on peut effectivement associer ce Atout plus 3 comme étant effectivement ce qui emmène à plus 3 derrière le baccalauréat. Très bien. Question de RDC. Je suis assez anxieux lors des passages oraux. Quels conseils avez-vous à me donner? Je sais pas qui, comment. Je te demande, Iris, est-ce que l'oral, est-ce que tu étais toi aussi sujette au... Comment il parle? Il parle d'anxiété, d'anxiété. Anxiété. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu caractériserais de ta part, ou oui. Stress, anxiété? Oui, c'est ça, c'est normal. Trac. Oui, le stress, mais c'est du bon stress. C'est ça, voilà. C'est du bon stress, alors oui, il faut s'entraîner, il faut avoir qui on est, on le sait, enfin, du coup, c'est simple de parler de nous-mêmes. Après, il faut rôder un discours, c'est normal, parce qu'il faut quand même se vendre. Et globalement, ça se passe bien, parce que les... Tu t'es entraîné avec qui, toi? Mes parents, même mes amis, enfin... parce qu'il faut quand même dire des choses, on va pas mal se vendre, du coup, il faut dire des bonnes choses sur nous. Après, tout ce qui était qualité et défaut, moi j'avais aussi demandé à mes amis, mes parents, de savoir c'était lesquels. Et après, le jury rebondit juste sur ce qu'on dit. Du coup, globalement... voilà, le temps passe, on laisse filer. Ça dure combien de temps, justement? On est sur une vingtaine de minutes et on tente de laisser la parole libre pendant les 10 premières minutes pour être sûr ce que la motivation peut faire exprimer. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez pu continuer de dérouler toute l'histoire pendant tout l'entretien? Non, globalement. Quand on parle tout seul, entre guillemets, on dit notre discours pendant quoi, 1 ou 2 minutes, et après... ça dépend des écoles. Et après, c'est très interactif. Oui, c'est ça.
Comme ici. Exactement. D'accord. Et justement, mais la question très littérale de l'étudiant, j'imagine, c'est est-ce que tu as fait quelque chose pour vaincre ton stress? Enfin, quelque chose, je sais pas moi. À part l'entraînement, je veux dire. L'entraînement, après, je sais que avant de rentrer dans la salle, je me mettais dans ma bulle, entre guillemets, pendant une minute, je parlais pas et j'étais toute seule. J'avais besoin de ce moment de tranquillité avec moi-même et me remettre les idées en place. D'accord. Alors ça, c'est l'expérience d'Iris. Vous, maintenant, sur un niveau collectif, est-ce que vous avez un niveau collectif, des conseils à donner? Je commencerai par reprendre ce qu'elle disait sur l'entraînement. Effectivement, entraînez-vous, vous avez des copains, vous avez de la famille, vous avez un miroir chez vous aussi. Regardez-vous en train de parler. Vous avez des moyens avec vos smartphones pour vous enregistrer, voix, images, vous repassez, regardez, osez vous regarder. Je prends l'image du miroir, c'est un peu l'outil non connecté, mais c'est le même principe. Osez commencer ça, écoutez-vous. Très souvent, la première expérience de sa voix, c'est « Ah, c'est ma voix enregistrée. Tiens, je ne m'entends pas comme ça. Ouais. » Et après, on se voit. « Tiens, je ne me vois pas comme ça. » On n'aime pas en général. Ah, c'est pas. La voix, pire encore que l'image. L'image, on a un peu l'habitude, mais la voix... Ah, je n'ai pas de parti pris sur qu'est-ce qui est préférable. Hein. C'est une génération de l'image, de la voix, du multimédia, et qui sont plus critiques que ce que nous avons pu être vis-à-vis de notre visibilité ou de notre rendu. Non, c'est bien possible. Oui. Alors, question de Bat. Quel est le niveau d'anglais oral requis pour rentrer à l'école? Est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre de manière très précise? C'est un concours. Oui. À l'écrit, il y a 3 épreuves, dont une d'anglais. Donc, ça veut dire qu'en fonction de son profil, on est très bon en anglais, ça permettra peut-être de grimper dans le classement si on est aussi bon ailleurs. Ça permet de compenser si on est moins bon ailleurs. J'ai envie de dire c'est une réponse de Normand sans faire de jeu de mots sur l'origine de l'école d'Iris. Mais voilà, et même chose à l'oral. C'est une épreuve qui compte grosso modo pour un tiers par rapport aux 2 tiers pour l'entretien de motivation. C'est un plus d'être bon en anglais. C'est pas rédhibitoire. Nous recrutons des gens qui sont débutants en anglais, qui ont été très bons sur le reste des autres épreuves. C'est ce positionnement de concours qui fait la différence avant tout. C'est important d'expliquer ça. Ce qui veut dire que tout le monde a sa chance. Ah bien sûr. Encore une fois, c'est vraiment à sa chance. Si, le premier pas, oser. Toi, tu te considères comme étant bonne en anglais? À un niveau moyen d'une fille qui sort de bac. D'accord, ni plus ni moins. Non. D'accord. Et bon, c'est encourageant de voir que tu as intégré une école du concours. Alors, Grégory ZB, je ne sais pas comment on prononce autrement, l'enseignement peut se faire en plusieurs langues dès la première année de bachelor, s'il vous plaît, oui. Oui, alors avec un oui, il faudrait rentrer dans le détail. On rebelote sur la notice, on a volontairement positionné la descriptive de toutes les écoles pour savoir qu'effectivement certaines ont un track en anglais qui démarre dès la première année totalement en anglais, d'autres sont à des ratios de quelques pourcents à 30% en première année. Et ces choix sont en place pour globalement emmener nos étudiants sur ce volet internationalisation, à ce qu'ils maîtrisent dans les différentes disciplines, dans la langue du business qu'est l'anglais, leur histoire. Et nos différentes écoles poussent encore sur d'autres langues vivantes. Iris, tu as une autre langue vivante aussi? Oui, l'espagnol. L'espagnol. Suivant les écoles, on va même pousser à ce qu'il y ait une troisième, ne serait-ce que pour soutenir le départ dans un pays étranger. Je demande à mes étudiants qui partent à Pékin de faire une troisième langue vivante chinois pour, entre guillemets, ne pas être paumés en débarquant à l'aéroport de Pékin. Les choses un peu rapides sur le sujet. Mais donc, les cours en langues étrangères et certaines écoles qui développent même certaines disciplines dans des langues complémentaires, en allemand, en espagnol, ponctuellement. À regarder, il y a quelques petites pépites sur ces sujets-là dans nos différentes écoles. D'accord. Question d'Alexis. Quelle place est accordée à l'alternance dans vos formations et peut-on commencer dès la première année? Je vous remercie, ils sont d'une politesse. Je vous en prie, et avec grand plaisir pour lui répondre. L'alternance est présente dans 2 de nos écoles. C'est une des voies de professionnalisation. Dès la première année? Non, pas dès la première année. Je les ai en tête pour 2 écoles qui sont sur la 3e année, dans des spécialités de 3e année. C'est des choses que nous mettons en place dans différents volets de professionnalisation.
J'évoque auparavant ceux qui veulent se professionnaliser pendant une année et nous demandent une année de césure, une année de report de diplôme pour le faire dans le cadre de leur bachelor. Nous avons tous ces éléments de stage ou de missions professionnalisantes qui parfois sont même des contrats à durée déterminée que certains de nos étudiants prennent pour les valoriser dans cette mission professionnalisante. On est de plusieurs mois à avoir une année et demie dans nos différentes écoles sur cette professionnalisation. Donc tout n'est pas dans la, j'ai envie de dire, dans la simplicité de l'apprentissage qu'on connaît comme mode de professionnalisation alternante. On a toutes les autres voies de professionnalisation qui sont aussi présentes dans la Tout+3. D'accord. Alors, une question de Maggie. C'est drôle comme elle a formulé la question. Elle veut travailler dans quel secteur d'activité, Iris? Moi, dans la mode. Ah, oui. D'accord. La mode au sens strict ou l'industrie? L'industrie. Moi, ce serait plutôt du marketing, du coup, dans la mode. D'accord. Oui. Et quel que soit le niveau, ça peut être du prêt-à-porter, de la... D'accord. De la mode. Oui. Très bien. C'est une bonne idée d'aller à Shanghai, peut-être, je sais pas. Il y aura peut-être Londres aussi dans sa destination. Il y aura ouais. Question de Déborah. C'est possible de partir à l'étranger en première année de bachelor? Première année, oui. Oui. Là encore, hein, tout est possible. L'ingénieur que j'étais dirait tout et non la notice. Personne ne lit jamais. Là, justement, l'histoire de l'orientation post-bac, regardez, parce qu'il y a effectivement des éléments dans chacune de nos écoles qui se collent peut-être encore mieux par rapport à certains projets. Alors, on a des écoles qui effectivement permettent de partir première année. On a 10 semaines à Strasbourg, par exemple, pour les faire partir sur un pays anglophone. On a 10 semaines, ça commence à faire déjà. Ouais, c'est presque un semestre dans l'histoire. Ça a son importance dans l'internationalisation et la capacité à suivre après des cours en anglais pour ces jeunes-là. Il y a des écoles qui annoncent des missions professionnalisantes obligatoires à l'étranger dès la première année aussi. Donc tout ça, ces éléments. On a des écoles qui démarrent un cycle en anglais en ayant un campus à Nuremberg pour passer même les 2 premières années à l'étranger pour faire leur 3e année après spécialité en retour à l'école. Donc tout ça, ce sont des spécificités de chacune de nos écoles. Et si c'est ça qui fait la différence dans le choix de nous rejoindre, repérez l'école, passez les écrits qui comptent pour les 9 écoles et puis sélectionnez votre entretien dans celle qui fait ce que vous attendez pour votre formation. Très bien. Oui, vous en parlez bien là. J'entends, quand je commence à entendre des projets où on me dit est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, oui. C'est un des avantages de ce concours, c'est cette diversité d'offres, en même temps dans un cadre rassurant sur le futur manager qui vont être. Alors une autre question du même genre, une question d'Isa. D'autres destinations asiatiques comme l'Inde sont-elles possibles? Là, j'ai envie de dire question difficile à répondre là. Je n'ai pas révisé toutes les destinations possibles de nos écoles. Donc, j'ose penser qu'une des écoles a des partenariats bachelor en Inde, mais joker à repérer. Peut-être avoir l'information par Normandie, lui-même ou par elle-même. Non, on en a pas. Moi non plus, j'ai pas en tête non plus pour la partie bachelor, en master oui, mais pas en bachelor. C'est un sujet qui d'ailleurs me fait plutôt rebondir sur cette maturité qui se construit pendant l'histoire du bachelor. Et l'Inde est une destination que je dirais plutôt dure dans la mesure où effectivement l'immersion dans ce continent, enfin ce sous-continent asiatique est vraiment engageante et c'est un élément qu'on voit bien chez nos jeunes, qui ont cette envie de construire des choses, des expériences. Et ouais, pourquoi pas. Sa question fait plutôt penser à regarder ce qui pourra se passer si on ouvrait effectivement une nouvelle destination en Inde. Question de Diakou. Je peux espérer, donc disons-le comme ça, trouver un travail facilement en finance avec un bachelor en finance. Est-ce qu'il y a des spécialisations finance en 3e année bachelor qui sont compétitives? Il y a peut-être déjà pas mal de finances en première année, non? Oui. Dans nos parcours, il y a effectivement que nos jeunes, de ce qui peut être du fait justement de la diversité des recrutements aussi, différents baccalauréats qui nous rejoignent, un travail introductif en finance qui se spécialise sur les 3 années. Donc effectivement, ils emmènent avec eux un bagage dans les métiers financiers. Alors, question dit à Bac+3, est-ce que je vais prendre un métier? Ça rejoint l'histoire que beaucoup d'entre eux vont se retrouver à enclencher dessus derrière un master.
en finance, ne serait-ce que parce que les recruteurs dans ces métiers-là vont solliciter plutôt des masters sur les sujets. Ce qu'ils vont emmener de leurs 3 années de bachelor, c'est tout un aspect d'opérationnalité. Ils auront rencontré peut-être un peu plus de professionnels venus leur parler de finance dans le cadre du bachelor, leur ont fait travailler des outils qui viennent de leur environnement professionnel. Donc tous ces éléments d'opérationnalité, c'est de l'expérience complémentaire qui vont emmener à Bac plus 5. Donc le bachelor pour faire de la finance, oui, c'est une belle histoire aussi. Question de Clémence, bonjour, j'aimerais faire un stage à l'étranger pendant le bachelor, est-ce que c'est possible? Même, si je repère un de mes collègues qui déconseillerait cela, je ne comprendrais pas. Donc on est tout heureux que vous ayez envie de partir. Au-delà de cette question précise, juste les stages, pour que, je ne suis pas sûr qu'on ait décrit la périodicité des stages et le nombre de stages au fil des 3 ans, ça marche comment? Au fil des 2 ans, c'est des stages qui sont prévus dans les 3 années avec une volumétrie. J'ai évoqué auparavant des choses qui vont de quelques mois à quasiment une année et demie. J'ai en tête 7 mois, 9 mois, 12 mois, 15 mois suivant les destinations, suivant les écoles et suivant effectivement le type de stage, avec des ratios différents suivant les écoles, d'obligataire à l'étranger, l'obligatoire à l'étranger ou pas. Donc ça, c'est des éléments qui sont... C'est la finance qui vous fait... Ouais, il y avait le lapsus sur le thème. Moi, je conseille à nos étudiants d'exploiter cela, se retrouver sur des métiers hôteliers et être à Hong Kong, je trouve ça juste génial, plutôt que de rester sur son territoire par rapport à cela. Alors, Madame Lacroix. Ah bah, il y a peut-être des parents. Et... Les frais d'inscription au concours coûtent combien? Ça coûte combien? Alors ça coûte 150 €. Nous avons 150 € pour les écrits. Nous avons une mesure spéciale pour les boursiers pour la gratuité aux écrits. Et après, pour les oraux, en fonction du nombre d'écoles, nous avons un coût par école avec 50% pour les boursiers, encore une fois, une mesure spéciale pour les boursiers qui veulent nous rejoindre pour les oraux. Et puis il y a la partie, ce que tu disais tout à l'heure, le fait de se balader un peu en France, ça a un coût, j'imagine. Bah, ça rentre dans la construction peut-être d'un premier plan financier. C'est juste, il faut aussi en tenir compte. C'est ça que je voulais dire. C'est des choix et on se donne les moyens de réussir. Exactement. Au-delà du côté financier, c'est la motivation, c'est la logistique. C'est bon, mais vraiment agréablement surpris des 5. Bravo. Question de Mathieu. Une participation active à la vie associative de l'école est-elle exigée une fois à l'école? Alors, je ne vais pas répondre tout de suite sur l'exigé. Vie associative, c'est plutôt pour elle. C'est pas exigé, mais on va dire c'est conseillé. Parce que du coup moi sur notre campus, on est mélangé avec du coup les grandes écoles. Et du coup, le fait de participer à la vie associative, ça nous permet aussi du coup de se mixer et qu'il n'y ait pas de barrière entre du coup les bachelors et le programme grandes écoles. Du coup, oui, c'est conseillé. D'accord, ok, très bien. Eh bien, notre échange touche à sa fin, notre live touche à sa fin. Je vais peut-être vous demander de conclure l'un puis l'autre. Iris, d'abord, est-ce que tu as 2-3 petits tuyaux à donner à tes camarades? Je dirais qu'il faut se lancer. Moi, j'avais peur justement de la barrière au niveau de la classe STMG, alors que pas du tout. Du coup, moi, je dirais qu'il faut se lancer. Et si c'est vraiment notre objectif, faut pas se poser la question, faut y aller. Faut y aller, quoi. Faut foncer, se préparer. Faut se donner les moyens. Aussi, mais c'est possible. Et là, tu es contente, voilà, tu regrettes rien, tu es contente d'être sur ces rails-là. Non, du tout. D'accord. Même conclusion, oser. Voilà, on te le dire fréquemment. Osez, la session est ouverte pour que vous puissiez vous inscrire. Les prochains écrits, c'est le 1er avril. Ça suit après pour les oraux jusqu'au 9 mai. Et rejoignez-nous. Très bien, merci beaucoup à tous les deux, vous donnez envie en tout cas. Merci beaucoup et à très bientôt et bonsoir à toutes et à tous.